Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, chers travailleurs, chers entrepreneurs, chers voleurs de courgettes à l'étalage, fumier. Les amis, regardez, j'ai sorti ma plus belle M5 pour votre plus grand plaisir. Regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là. Franchement, moi j'aime trop. Ça oui, la M5 G90, F90 pardon, qu'on a fait gagner au concours, au dernier concours, oui, les autres non. Et là, la gueule qu'elle a, les courbes qu'elle a, les énormes disques et tout, j'aime trop cette caisse les gars, c'est une dinguerie. Bon aujourd'hui, petite vidéo sympathique les potes, petite vidéo, on va se poser tranquillement et parler de sujets intéressants, c'est des choses qui sont revenues souvent dans les commentaires. Il y a pas mal de gens qui me demandent à chaque fois, c'est quoi ton appréciation par rapport à ci, par rapport à ça. Mais juste avant les amis, on vous montre ma petite maison qui est en cours. Vous savez la petite maison, les vignes du château, ça fait des années maintenant, je crois que c'est en année, on peut parler en année je crois, qu'on fait cette petite maison, qu'on la rénove, on est parti d'une ruine, la mairie voulait pas, après voulait bien, après voulait plus, enfin on a eu toutes les péripéties possibles et imaginables dans cette petite maison, mais ça y est, on la refait, aujourd'hui elle est presque finie d'extérieur, on se retrouve là-bas tout de suite les amis. Tac les amis, vous avez vu on est arrivé dans cette vidéo, on est revenu, retour vers le futur les gars. Là on est juste avant de ce que vous venez de voir les amis, dans cette petite maison. On va pas s'y attarder longtemps comme je vous l'avais dit. Je voulais vous montrer un petit truc dans cette maison avant de parler du sujet principal de la vidéo les amis. On a les clés là de ce truc. Ouais, c'est pas un truc frère. Elle m'a coûté 400 000 €. Donc s'il te plaît, c'est une maison et tu me dis pas ce truc frère, s'il te plaît. Le vide excuse-moi, la mère de tes enfants, ta femme. Non, c'est pas ça, Kylian. C'est une putain de maison qui me coûte 400 000 balles, gros. Tu peux pas me dire, on a le truc, on a ce truc. C'est quoi cette façon de parler comme ça? Qu'est-ce que t'as? C'est la nouvelle génération. Fumier. Je vous ai déjà montré il y a pas longtemps cette petite maison. Et là, on a notre charpentier qui nous a fait toute la charpente de cette maison, qui avait fait un travail d'enfer, qui est revenu nous faire une ouverture. Et ça, c'est trop sympa. C'est une petite, c'est un petit truc cool. Parce que en fait, à chaque fois que je dis, ouais, je vous montrerai cette maison quand elle sera finie, comme ça, j'ai pas envie de vous saouler. Et tout le monde me dit mais tu nous saoules pas, montre-nous cette fichue maison. Donc c'est des petites étapes comme ça, c'est le début de la vidéo, mais on va parler évidemment du travail les amis. En 2026, les gens ils ont pas les mêmes idées, ils ont pas les mêmes envies, ils ont pas les mêmes volontés. Et je trouvais ça cool de donner mon avis, moi maintenant qu'à le recul d'avoir monté ma petite boîte, qu'à le recul d'avoir été salarié pendant des années dans un métier que j'aimais. Donc c'est important aussi de dire ça, c'est pas juste j'ai essayé de payer mes factures, je faisais déjà un métier que j'aimais quand j'étais salarié. On a fait un petit document les amis, on a remis plein de petites choses importantes sur le monde du travail d'aujourd'hui, comment potentiellement peut-être dissuader les gens de faire une bêtise ou peut-être que les gens puissent en fonction d'eux, en fonction de leur contexte kiffer, parce que c'est quand même le plus important, c'est peu importe le travail que tu fais, patron, pas patron, petite boîte, grosse boîte, salarié, cadre, voilà, c'est de kiffer, de se lever le matin avec la banane et d'avoir envie de faire des choses cool plutôt que de partir au chagrin. Et juste avant, je voulais vous montrer cette petite modification donc du deuxième étage, parce qu'on va mettre une giga dalle en verre. Ça c'est un truc que je voulais faire qui peut être très sympa. Pourquoi? Parce qu'on a la porte d'entrée qui est là, on a une deuxième porte ici et ici ça va être une sorte de salon, un truc sympa. Donc on va, je pense, essayer de mettre un couloir là-haut, un truc qui passe dans une pièce pour essayer de mettre un luminaire. Voilà, on va d'abord faire la base de la maison, essayer d'éclairer, prendre de la lumière naturelle de là-haut, avoir une grosse dalle en verre et puis faire un passage où on voit le dessous. Peut-être qu'ici il y aura une table, tu vois. Je trouvais ça sympa de faire une grosse ouverture dans ce petit étage. Donc voilà la belle dalle. Donc ici on va faire une sorte de couloir qui passe par là. Donc ça va être une pièce ici qui est pas une chambre, qui est vraiment une... Quand tu montes avec l'escalier, là, il y a l'ouverture de l'escalier qui est tout ici. Tu vas arriver ici sur la dalle en verre en fait, où tu vas voir le dessous du salon et certainement la table basse alignée en dessous cette dalle. Alors l'isolation elle a continué, hein. J'avais fait un petit truc sur Instagram en expliquant que ça avait eu du retard parce que on avait une entreprise qui nous parlait d'un prix de ouf et alors, je trouvais ça rigolo d'en parler parce que il y a plein de gens qui se posaient la question, qui me disaient est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. On avait un devis qui était à plus de 80 000 € pour faire l'isolation et le plaquage, donc c'était vraiment trop cher. Et donc il y a quand même des gens dans les commentaires qui disaient mais Lucien c'est un gros rat de chaud, il y en a un qui a mis ça. Lucien c'est un gros radin. Là il y avait une erreur de notre faute, hein. Nous on fait un peu confiance malheureusement et du coup on demande pas toujours les devis définitifs etc. Et là quand on s'est aperçu que c'était 80 000 € l'isolation et le placo, on s'est dit on arrête maintenant et on va essayer de travailler avec quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que pour ces surfaces là j'en ai toujours eu pour 30 000 à peu près. Je fais toujours à peu près les maisons qui ont des surfaces similaires. Celle-là elle est un poil plus petite que celle que j'ai l'habitude de faire. Ça me coûte toujours 30 000 balles. Et donc la personne qui reprend le chantier, si elle l'avait commencé depuis le début, c'était une facture à 33 000 €. Donc je m'étais pas trompé quand j'avais expliqué dans les commentaires que on n'avait pas compris pourquoi c'était aussi cher. Mais c'est comme ça, hein. C'est aussi le but de faire travailler des entreprises. C'est le jeu de faire plein de maisons en même temps, etc. Je peux pas tout vérifier, je peux pas tout voir. Et des fois c'est compliqué et il y a des gens qui se disent l'autre il a un château frère. Et le travail néanmoins était
très bien fait. D'un autre côté, il faut aussi savoir ce qu'on veut, mais il y a quand même une différence, tu vois. Tu peux demander un travail de qualité, mais payer plus du double, ça m'avait un peu refroidi, mais c'est aussi de notre faute, parce que le problème, c'est que moi, j'essaye de sous-traiter des choses, et puis j'ai des infos qui me remontent pas bien, d'un seul coup, j'apprends qu'il y a des gars qui sont en train de bosser, et je sais pas que l'isolation va me coûter 80 000 €, quoi. Il faut tout vérifier, il faut voir si les gars, ils ont bien fait le taf, tu vois, là, il y a un trou, mais il y a un truc qui me fait très peur. J'en parlais ce matin avec Khalid, le repère est là. Le coup de meuleuse est là. Et j'ai très peur, parce que tu vois, l'ouverture, elle vient jusqu'ici. Donc, est-ce que c'est l'épaisseur du châssis? Mais pour moi, l'ouverture, elle était déjà comprise avec le châssis. Comme si la plaque en verre ne commençait pas là, mais commençait là. Donc là, ça se trouve, on va se retrouver avec des morceaux de bois qui vont être rajoutés, parce qu'on n'est pas là, l'ouverture est trop grande. Donc c'est compliqué quand tu lances des projets comme ça, de pas vérifier, de pas être toujours derrière le truc, de des fois trop déléguer. Alors c'est le seul chantier qui n'est pas géré par ma boîte. C'est le seul chantier où tout merde. Et donc justement, le charpentier qui a fait les charpentes et tout, c'est le seul qui a fait un boulot top. Il n'y a pas eu de rectif à faire. Facture, virement, terminé. Voilà, où est le problème? Mais évidemment, quand t'as un mec qui arrive, que tu dois refaire 50 fois les fenêtres parce qu'il n'y a aucune ouverture qui a la bonne dimension, il y a peut-être un moment donné, tu sais, où tu peux dire les gars, on fait comment? Mais ça a été le cas. Hein. Ici, je crois qu'ils ont refait 7 ou 8 fois les seuils de porte des deux fenêtres. Et j'ai fini par le faire par ma boîte parce qu'il n'y a rien qui allait. Il n'y a aucune fenêtre qui allait. Et le problème, c'est que le mec qui commande les fenêtres, il les commande en encastrement, l'autre, il les commande en posé comme ça. Alors les fenêtres, elles arrivent, donc les bordures, après, c'est plus de la faute du mec qui a mal fait les bordures, parce que c'est toi qui les as refait à la bonne taille, mais les fenêtres, elles arrivent, c'est pas les bonnes. Donc tu vois, c'est une horreur à gérer. Le message que je veux faire passer, c'est tout ça, c'est les faux frais. On lance des trucs, on se dit, il y a tant de menuiserie, il y a tant de fenêtres, il y a tant de plomberie, il y a tant de machin, mais il faut penser aux faux frais, aux faux trucs. Parce que moi, mine de rien, mes gars, ils sont venus rectifier le boulot des autres, 15 fois ça allait pas. Et la toiture, vous avez vu, le problème qu'il y avait avec les tuiles qui allaient pas. Et pareil, cet entrepreneur-là, tu vois, on aurait pu se braquer avec lui, on aurait pu se fâcher. Il m'avait fait une toiture, gros, il y avait 200 kilos de béton pour poser une tuile. Et il est revenu, il a refait toute la toiture, il a refait tous les fêtages, et là, il a fait un boulot extraordinaire. C'est magnifique, c'est propre, c'est droit, c'est bien fait. Il est venu me voir, il m'a dit, écoute, je suis désolé, ça n'a pas été bien fait au départ. J'ai dit, écoute, ça arrive à tout le monde, gros. C'est pas grave, du moment que c'est fait. Mais moi, évidemment, j'avais un peu peur qu'on me dise, tiens, Lucien. Et franchement, c'est un mec qui a porté ses couilles à mort. Et tu vois, et c'est ça qui fait aussi la réputation d'une boîte. On peut se planter. On peut avoir un mec qui est pas expérimenté sur un truc. On peut faire une merdasse. Tu vois, ça nous est arrivé, nous, avec un abonné qui, pour son mariage, notre gars des macarons, il s'est trompé de date sur les dates à graver sur les macarons. C'est pas grave, c'est un être humain. Tu vois, il a tué personne. C'est pas une. Je veux dire, ça arrive à tout le monde. J'en fais tous les jours des erreurs. Du moment qu'elle est rattrapée, il y a plus de problème, au contraire. Donc l'abonné, on s'est excusé, on lui a dit est-ce qu'on te les refait, est-ce qu'on lui a fait une remise, machin. Et voilà, s'il regarde cette vidéo, je me réexcuse à nouveau. Et la prochaine fois, on t'offrira tes macarons, évidemment, avec grand plaisir. Et l'erreur, elle est là, elle est humaine. Mais quand le gars, il part à son mariage, le carton est prêt et que c'est là qu'on se rend compte que la date est mauvaise, c'est des heures pour graver des macarons. Donc on a fait une erreur. Et c'est chiant et c'est comme ça, mais ça arrive. C'est un être humain, tu vois. Et le gars, il est arrivé comme un bonhomme, il a refait la toiture et voilà. Là, vous voyez, sur la fenêtre là-haut, là, il y a une plaque de cuivre qui est toute neuve. Bon, là, c'est pareil. Le gars qui a fait la couverture en cuivre, il y a eu un pet quand ils l'ont mise, ils l'ont tordu la plaque. Le gars, il a pas parlé chinois, il a changé la plaque. Et tu vois, nickel quoi. Ça, c'est des mecs qui bossent. C'est des mecs qui savent bosser. Il y a un problème. Voilà, il y a une tôle qui est tordue. Il est venu changer la tôle. Terminé, point barre. Et moi, j'ai cette chance incroyable d'avoir pu faire ma petite entreprise de BTP qui s'occupe de mes chantiers. Donc moi, quand il y a une merdasse, c'est mes gars, ils savent comment on bosse. Ils m'appellent pas pour me dire, Lucien, il y a un carrelage qui est tombé, il est pété, on le change. Oui, ils savent qu'ils le changent. Et moi, les gars de ma boîte, comment ils bossent, c'est une chance. C'est des putains de bosseurs. Ils ont de l'or dans les mains. Ils savent faire des trucs extraordinaires. Ils sont rapides, ils sont bons, c'est propre, c'est bien fait. Franchement, quel bonheur. Et d'avoir des gars qui sont tous experts dans leur domaine et qui nous fabriquent des maisons en 4 mois, quoi. Et là, ils me sortent une maison tous les 4 ou 5 mois. Franchement, c'est extraordinaire. Donc voilà, les amis. Maintenant, retour au château pour la suite de cette petite vidéo.
Les amis, nous voilà dans un petit salon du château. Vous avez vu les avancements de cette petite maison avec ses malheureuses péripéties, mais ça arrive, c'est aussi ça de faire plein de choses. Et même si j'aime bien expliquer en détail chaque petit souci, chaque petit truc qui m'arrive, et bah c'est vachement important aussi de l'expliquer et de le montrer, parce que mine de rien, le jeu en vaut la chandelle, comme on dit les potes. Ça vaut toujours le coup, mais évidemment il faut accepter son lot de problèmes et de choses. Mais moi, l'idée de cette chaîne YouTube, c'est simplement un retour d'expérience, simplement vous donner mon avis sur les choses. Je vous dis pas qu'il faut faire de l'immobilier, je vous dis pas qu'il faut faire de la bourse, je vous dis pas, j'ai pas d'intérêt particulier à part partager ce que je fais. C'est ça que j'aime ici sur cette chaîne, partager mon petit retour d'expérience, partager la vision des choses que j'ai, comment je pense faire et comment je peux aider pour des gens qui se posent des questions ou qui ont envie d'avoir le retour sincère de quelqu'un qui fait plein de petits trucs. L'idée de cette vidéo, c'était de revenir sur une chose importante. On avait fait une vidéo patron vs salarié, c'était intéressant d'avoir les avis, de pouvoir se mettre dans la position de chacun. Moi j'ai été les deux, j'ai bien vécu mes années de salarié, j'ai bien vécu mes années patron, et aujourd'hui je suis vraiment entrepreneur, je fais plein de choses, mais dans ma tête je suis toujours youtubeur. Mon but c'est de faire des vidéos, d'être devant une caméra, et j'adore ça. Et on travaille dans une manière peut-être un peu différente d'autres entreprises. Il n'y a pas le patron avec son fouet et qui vient donner des ordres à tout le monde, et voilà, c'est plutôt on essaie de travailler main dans la main et de faire que des gens qui aiment ce qu'ils font dans chaque domaine, et ça c'est ça qui crée une petite synergie dans tout ce qu'on fait. Et aujourd'hui je trouvais que cette vidéo elle est intéressante. Pourquoi? Je me pose plusieurs questions, je vois que les envies changent, je vois que les réseaux sociaux changent, des fois cette nouvelle génération qui est née. Moi je fais partie de la génération des années 90, je suis né en 94, et donc on est né à une époque où il n'y avait pas de téléphone, où il n'y avait pas Instagram et il n'y avait pas TikTok et tout le bazar. Et aujourd'hui je vois que les gens ils ont pas la même façon de voir les choses. Ils sont les pauvres gosses d'aujourd'hui qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, sont inondés de mecs qui vendent des belles choses, qui vendent une vie faite d'argent. Si t'es une merde, si tu gagnes pas 10 000 euros par mois, il faut vivre, être digitalisé, il faut pouvoir travailler partout dans le monde depuis un PC. C'est exceptionnel tout ça. C'est des gens qui ont réussi à faire ça, bravo à eux, ils sont très forts. Mais ça reste exceptionnel les amis, c'est très compliqué, on entend de tout. Même pour connaître et m'être intéressé à comment fonctionnaient les réseaux OnlyFans, les trucs comme ça, mais détrompez-vous les amis, il suffit pas d'être bien fait et de montrer une fesse sur Instagram pour pouvoir vivre d'OnlyFans et de gagner 50 000 euros par mois. Tout ça c'est pareil. Plein de gens qui pensent qu'il suffit de montrer ses fesses quand on est une nana sur les plateformes pour devenir pas possible. Il y a plein de filles qui ont essayé et qui finalement elles ont beau être parfaites physiquement, ça suffit pas pour vivre. Et donc toutes ces histoires là, c'est plein de choses qu'on voit, mais en fait ce qu'il faut se dire, pour ceux qui ont mon âge ou qui sont plus vieux, c'est qu'aujourd'hui les jeunes sont inondés de réseaux sociaux. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on va pas parler de ça en vidéo et avoir aussi vos avis dans les commentaires? Ça m'intéresse beaucoup. On voit dans les analyses, les statistiques que ça a changé. Avant, on avait des gens, on leur vendait le French Dream, c'était à être propriétaire de sa maison et d'avoir un bon travail. Et c'est ce qu'on m'a vendu moi aussi à l'école. Faites des études, ayez des diplômes et vous aurez un bon travail, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas ce n'est que mon avis, que la génération réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc., on a beaucoup de gens qui vont être hyper attachés au fait de pouvoir mieux gérer son temps, de pouvoir forcément faire du télétravail. Et moi, je le vois en recrutement aujourd'hui. Première question, c'est tout de suite, est-ce qu'on peut faire du télétravail? Et si oui, combien de pourcents? Enfin, je veux dire, limite, c'est une condition pour avoir le job, tu vois. On sent que les gens aujourd'hui sont beaucoup plus attachés au fait de pouvoir être en télétravail la moitié de la semaine, plutôt forcément d'avoir un salaire un peu plus élevé que prévu. Depuis le Covid aussi, il y a eu beaucoup ça. Pour le Covid, il y a eu un avant-après le Covid pour les personnes entrepreneurs qui regardent cette vidéo. Les gens avant le Covid, c'est vrai qu'ils étaient un peu moins attachés au télétravail. Il y a beaucoup de gens qui se sont habitués à ça pendant les périodes de confinement, et ça devient aujourd'hui quelque chose de logique. On peut comprendre que les gens aient envie d'avoir du temps pour leur famille, pour eux, de télétravailler. Mais si tu télétravailles, c'est-à-dire tu travailles de chez toi, je vois pas quel est l'immense avantage à part de travailler moins sur la même plage horaire. Par contre, quand t'as une famille, des animaux, t'as envie de t'occuper un peu de toi, d'être chez toi, de pouvoir te faire ton petit thé, ton petit café, et d'être dans ton chez toi, évidemment, c'est quelque chose que je comprends de ce côté-là. Mais on peut pas s'empêcher de penser quand même, quand on voit que c'est vraiment une raison hyper importante. Je vous dis, moi, j'ai souvent la question, je me demande si la qualité de travail est la même. En tout cas, moi, je suis pas un pro télétravail, et tout
tous les métiers que j'ai fait avant, c'est pour ça que je suis peut-être pas objectif dans mon discours, c'est que j'ai fait des métiers où à un moment donné, quand t'es mécanicien, il faut que t'aies les mains dans la moto. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément l'argument le plus objectif. On sent en tout cas qu'aujourd'hui les gens sont beaucoup plus attachés à ça, beaucoup plus attachés au fait de pas forcément essayer de faire beaucoup plus d'heures sup. On voit vraiment que les gens ne veulent plus dépendre d'un manager. Il y a tout un système de hiérarchie. Moi je le vois pas trop dans mes entreprises. On n'a pas ce système, toi t'es le patron, toi t'es le sous-patron, toi t'es le vice-gérant, toi t'es le co-dirigeant de tel groupe. Nous c'est tout le monde travaille main dans la main et voilà, on essaye de tous s'entraider, de bosser comme on peut, sans avoir un chef de chef de chef de chef. Mais il y a beaucoup de boîtes où c'est très structuré comme ça et on voit qu'aujourd'hui en 2026 les gens ont moins envie de ça. Et c'est tout ça qui donne envie aux gens de se lancer, d'arrêter le salariat, de quitter le monde du salariat. Et pour en parler beaucoup, j'essaye à chaque fois que j'ai l'occasion de parler à des gens qui ont 20 ans, moi aujourd'hui mine de rien je vais avoir 32 bientôt, donc j'ai quand même 12 ans de plus que les gens qui ont 18-20 ans. Ça veut dire qu'il y a quand même 10 ans c'est pas rien mine de. Donc quand tu parles à ces gens-là qui ont 20 ans aujourd'hui, c'est des gens qui ont des ambitions différentes, une façon de voir les choses un peu différentes. Et c'est vrai que l'idée c'est de passer par le salariat pour franchir des étapes, mais très souvent les gens veulent être indépendants. Et on entend tout le monde aujourd'hui être indépendant. Tous les ans, il y a une augmentation de la création de sociétés. Surtout des micro-sociétés. Ça, c'est dans les statistiques officielles. Il y a un peu plus d'1 million de créations d'entreprises tous les ans. Et ça augmente tous les ans. Alors, c'est pas un énorme pourcentage. J'aurais pensé que c'était plus. C'est 5% d'augmentation de 2024 à 2025. Mais on a une augmentation du nombre de créations d'entreprises. Mais on n'a aussi jamais connu autant de fermetures d'entreprises. En fait, c'est ça le vrai paradoxe aujourd'hui. L'idée de cette vidéo, moi je suis pas un donneur de conseils, je suis pas celui qui va donner l'exemple, etc. Mais par contre, je peux me rendre compte des choses et qui sont pénalisantes, qui sont problématiques et cette vision des choses, elle est intéressante, pas quand tu viens de créer quelque chose, mais quand tu as un petit peu de recul comme moi. Ça fait 10 ans que j'ai créé mes boîtes, ça fait 10 ans que j'emploie du monde et je me rends compte de plein de petites choses. Et c'est vrai qu'on a tous ces problèmes que les gens retrouvent quand ils sont assez jeunes, en se disant je voudrais quitter mon job, je voudrais faire un moment en CDI, mais voir pour peut-être faire autre chose, peut-être arrêter, peut-être me lancer. Donc on sent que le monde du salariat, c'est vraiment une étape dans une carrière. Et tous ces arguments, et je pense que c'est cumulé avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on voit un peu partout, les gens qui flexent un peu dans tous les sens, les gens qui veulent montrer, on sent que c'est le but aujourd'hui, c'est d'absolument se lancer, être en entrepreneur, etc. Ça se démocratise à mort. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose de voir que ça se démocratise et que les gens en parlent, parce qu'il n'y a pas que du caca sur internet. Le problème c'est qu'ils sont inondés de 1000 choses. On t'explique comment être entrepreneur, on t'explique comment être riche, on te vend des formations, on te vend du coaching, on t'aide, etc. Mais la vraie faculté pour moi qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est celle de se retrouver là-dedans et de piocher les informations intéressantes pour te rendre compte et toi-même te dire tiens, je vais faire ci, ça je pense que c'est une bonne info, là je pense que ça y va pas, etc. Il y a du conflit d'intérêt partout, c'est-à-dire que le gars qui va te dire faut faire ça, évidemment si c'est lui qui va gérer ta trésorerie, c'est intéressant pour lui de te vendre ça. Si c'est un gars qui vend de l'optimisation fiscale et qui va te vendre une loi Vatel ou je ne sais quoi, c'est intéressant pour lui, donc évidemment il va pas être objectif. Donc l'idée pour quelqu'un qui a un poste de salarié, qui cherche à se développer, qui a vraiment l'envie d'entreprendre, etc. On le voit, je le vois autour de moi, je le vois dans des amis, je le vois même dans des gens de mes équipes, des fois qui me disent écoute, j'adore et tout, je suis content d'être ici, mais j'ai envie de me lancer, j'ai envie de monter ma boîte, j'ai envie de faire ça, etc. Et il y a eu malheureusement plein de personnes qui ont pris un peu des petits revers de la réalité dans la tête, mais j'ai aussi des potes qui ont monté des boîtes dans le montage et qui aujourd'hui, on part des liens d'amitié, etc. Aujourd'hui s'occupent de plein d'autres youtubeurs et je suis très content. Je passe un petit message à mon pote Damien qui était salarié chez nous, qui a été monteur pour ma chaîne pendant des années et puis aujourd'hui il est en freelance, il s'occupe de plein de youtubeurs que vous connaissez et il est très content comme ça et même lui, pour parler avec lui, c'était vachement intéressant parce qu'il y a un engrenage à lancer, il y a un embrayage à faire prendre pour que ça marche, pour que ça fonctionne. C'est pas juste tu vas là, parce que tu te rends compte que t'as des frais de route, tu te rends compte que tu vas manger plus dans des stations, dans des trucs, tu vas te prendre des sandwichs, tout ça c'est plus cher. Tu peux pas te préparer ta gamelle, il faut aller à des endroits. La presta, une fois qu'elle est facturée, que tu te rends compte que tous les frais que t'as eu autour que tu pensais pas. Des petits détails, tu vois, il faut prendre un abonnement pour envoyer des rushs à lui, il faut acheter des cartes SD, il faut machin, il faut truc. Tout ça c'est de l'argent, le matériel coûte de plus en plus cher et c'est vrai que lui s'est mangé quand même aussi un petit retour de réalité dans la tête en se disant il y a un espèce de mouvement qu'il faut lancer et aujourd'hui qu'il a plein de contacts, etc. Et je suis content d'y avoir contribué parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Aujourd'hui il peut en vivre, mais c'est vrai qu'il revient souvent sur le fait qu'il faut bouffer des heures, faut être à fond quand t'es motivé, quand t'es ambitieux et dans tous les cas tu vas peut-être
peut-être te lancer dans un truc qui va pas, mais tu vas rebondir, tu vas gérer. Mais il faut bien avoir conscience de tout. C'est comme les vidéos que j'aime bien faire sur cette chaîne, dans l'immobilier, dans la bourse, de dire oui, c'est bien, tu peux avoir un indice. Moi, j'aime bien flex dans des stories avec des indices boursiers qui ont 500%, mais ça fait 8 ans que je suis dessus. J'ai pris des claques monumentales, j'ai pris des moins, je préfère même pas le dire, ça va me démoraliser dans cette vidéo. Il faut être patient et persévérer. Et donc, dans l'immobilier, c'est pareil. C'est cool de dire, tiens, j'ai une maison, j'ai 1500 € net par mois, j'ai acheté une maison, je veux la rénover, je vais me lancer là-dedans, j'ai fait un crédit de 50 000 € de travaux, j'ai estimé qu'il y avait 50 000 € de travaux. Et il y a des choses qui vont pas, et il y a le temps, et puis tu quittes ton logement, et puis tu rentres dans celui-là, mais les travaux sont pas finis, et t'as pas eu le temps, et finalement ça coûte plus 50 000 € parce que t'as sous-estimé le prix du bois, t'as sous-estimé le prix de l'isolation, et puis tu te rends compte que finalement le délai pour l'avoir, c'est plus cher parce que c'est pas... Voilà. Tout ça, c'est des faux frais, c'est des choses chronophages, etc. qui sont vraiment importantes. Comme on le disait juste avant en début de vidéo dans ma petite maison, c'est plein de petits détails qu'il faut anticiper, et tout ça, malheureusement, c'est très compliqué. On l'a uniquement par quoi? L'expérience. Le fait d'avoir pris une baffe, le fait d'avoir pris une claque. La meilleure chose que je peux vous souhaiter, les amis, c'est d'échouer dans certains domaines. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir eu, même si je suis jeune dans ma carrière d'entrepreneur, même si je suis un petit entrepreneur comme ça, j'ai l'impression d'avoir une richesse d'expérience, mais beaucoup dans des choses que j'ai foirées. Alors, il y a aussi le mythe qu'on voit sur Internet. Oui, l'échec, ça y est, on a compris, l'échec, c'est stylé d'avoir échoué. Maintenant, c'est l'inverse. Avant, t'étais un loser. Maintenant, tu échoues, c'est la classe. Ah ouais, il a échoué, lui, il est reparti de zéro, etc. Évidemment, c'est un peu stylé quand t'as foiré une boîte et qu'après, tu remontes un truc qui marche super fort. C'est l'inverse, quand t'as une boîte qui marche super bien, que t'en lances une autre qui marche pas. Et ça, je l'ai vécu, je le vis régulièrement. Bon, bah, c'est moins stylé. Mais faut pas non plus abuser. L'échec, c'est quand même chiant, les gars. Mais c'est quand même très formateur. C'est vrai que c'est très formateur. Et d'autant plus quand t'es jeune. Tu vas te lancer dans un truc, ça va pas du tout aller, ça va pas ressembler à ce que tu voulais. Il faut pas se démotiver. Il faut pas se dire, je suis qu'une merde, je suis pas faire pour ça, je suis nul, je suis bon à rien. Moi, je pense que le salariat, dans l'état actuel des choses, et moi, je le vois, hein, je me mange de temps en temps aujourd'hui, dans notre petit groupe, on commence à être, voilà, ça se compte en centaines. On a toutes les semaines un arrêt. Alors moi, je comprends, il y a un truc que je comprends pas, mais ça, c'est une petite réflexion de patron qui est un peu conne, mais je comprends pas comment ça se fait que les médecins, ils te lâchent des arrêts comme ça. Les gens, la veille, les gens, ils sautent au plafond, tout le monde va bien. Le lendemain, il est arrêté pendant 3 semaines parce il en peut plus, il a mal au dos. Alors j'en ai un qui a vraiment mal au dos et c'est vraiment un problème de dos, donc c'est pas lui qui est visé, je préfère le dire. Mais des fois, tu sais, t'arrives là-bas, tu dis, ah là là, le médecin, hop, 6 mois. Non mais c'est pas possible. Mais en même temps, heureusement, parce que les gens qui ont vraiment des problèmes, on peut pas leur dire, va au chagrin, dégage, tu vois. Mais je trouve qu'il y a un abus quand même là-dedans. Et de toute façon, les gars, ça parle en milliards, les fraudes comme ça. C'est de la fraude, c'est considéré en tout cas comme de la fraude, mais il y a des gens qui abusent pas. C'est vrai que des fois t'as un peu mal quelque part, t'es pas bien, tu prends 2 jours, le médecin il te met une semaine, t'as pris une semaine, ça fait du bien, on est bien d'accord. Et je suis le premier à trouver ça pas trop mal, ça te fait du bien, ça souffle un peu. Mais si à côté tu bosses, et si à côté ça va bien, et si à côté ton patron te le reproche pas. Mais le problème c'est que c'est toujours les mêmes personnes. C'est toujours ceux qui foutent rien, qui sont 3 semaines en arrêt. C'est toujours ceux qui foutent rien, qui se plaignent et qui ont mal là, et à qui il arrive toujours la même chose. C'est toujours ceux qui foutent rien qui arrivent en retard. Et ceux qui bossent à fond, ils ont jamais en retard. Ils ont jamais de problème. Ils ont jamais une maladie qui n'existe pas. Ils ont jamais un énorme problème avec 50 sangliers qui leur sautent en plein dans le pare-brise le matin. Ça n'arrive jamais. Là, tu sens un peu mon seum des fois. Mais en tout cas, les gens qui sont carrés et sérieux, eh ben, à vous de trouver une boîte qui vous respecte. Parce que franchement, moi, je m'en rends compte parce que aujourd'hui, j'ai une petite nouvelle qui arrivera bientôt. On a racheté une entreprise. C'est la première fois qu'on fait ça avec mon associé. On a racheté une entreprise au tribunal. On est très content. On a sauvé des emplois. On va faire revivre une entreprise en France qui était par terre. Et c'est un projet dont je vous parlerai bientôt, les amis. Mais en tout cas, des choses comme ça, j'ai l'importance, j'ai ce sentiment de vouloir faire des choses en France, rénover notre patrimoine. On est dans un château qui a 200 ans, les amis. C'est les tapisseries ont 170 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, les tapisseries devant lesquelles je suis, elles ont 170 ans, les gars. Je suis tellement heureux d'être au milieu d'un joyau d'architecture qui représente un petit peu notre pays, sans être le patriote pas possible qui va courir partout avec un drapeau sur le dos pour en faire tout un foin. C'est pas le but. Vous me connaissez. Le but, c'est de dire on est en France, on a un beau pays, on a dans un endroit qui a un patrimoine. Mon avis est parfois peut-être faussé parce que je suis à la campagne. Je suis au paradis et je ne prends pas, si tu veux, tous les problèmes de la France actuelle en pleine tête parce que je suis dans mon petit coin de paradis, emmuré dans mon château avec des mitraillettes tous les 5 mètres. Donc évidemment que je suis un petit peu protégé, je suis un petit peu privilégié. Ça, c'est clair et net. Mais je n'exclus pas tous les problèmes qu'il y a en France, mais d'où cette valeur, c'est pour ça que je veux dire ça, de créer de l'emploi en France, de créer des choses. Et les gens aujourd'hui qui sont... j'ai vraiment une équipe de dingue, j'ai cette chance d'avoir des gens qui bossent, d'avoir des gens qui assurent. Mais en même temps, vous, peut-être derrière cette caméra, qui vous dites, mais moi je me sens pas respecté.
respecté, je suis dans une boîte, je bosse, je suis jamais en retard, j'ai jamais d'arrêt. Mais c'est aussi à vous, et ça veut pas dire qu'il faut se lancer, ça veut pas dire qu'il faut monter votre boîte, etc. À vous de trouver une boîte où vous êtes respecté. Et il y en a. Ouais, j'étais presque un petit peu pessimiste il y a encore quelques temps, et je me rends compte à rencontrer d'autres patrons, à rencontrer d'autres personnes qui travaillent dans des belles boîtes, que le travail il est valorisé. Alors pas partout, hein, ça c'est clair, des fumiers il y en a partout, mais autant que ceux qui te collent 6 mois d'arrêt parce qu'ils ont pas envie de bosser, que des patrons qui vont te payer le SMIC et qui vont te dire si t'es pas content, casse-toi. Donc des fumiers il y en a partout, mais il y a aussi des belles boîtes, il y a aussi des boîtes dans lesquelles tu peux progresser, dans lesquelles tu peux faire des belles choses. Et oui, les gens qui ont une éthique, les gens qui ont envie d'être carrés, même pour eux. C'est un petit peu des fois aussi une question d'ego, de vouloir être bien carré dans son travail. Et moi je le vois, j'ai des gars dans mon équipe, c'est des personnes extraordinaires. Et moi je trouve que c'est vraiment une chance pour moi. Mais ces gens-là, vous les connaissez des fois dans les vidéos, des fois vous les connaissez pas parce que tout le monde n'est pas montré dans mes vidéos, mais j'ai vraiment des gens qui sont exceptionnels et j'essaye de leur rendre du mieux possible. Et donc c'est vrai que depuis toutes ces années, j'ai tendance à défendre mine de rien le salariat pour la simple et bonne raison, j'ai des gens dans mes équipes. On vous a parlé de Géraldine qui est partie à la retraite, mais aujourd'hui je pourrais très bien parler de Romuald, de Philippe, qui sont des gens qui n'ont jamais voulu être patrons, mais qui ont voulu avoir une belle carrière, qui ont mis les choses en œuvre, qui ont travaillé des fois peut-être autant que certains patrons, voire plus, qui n'ont jamais compté leurs heures, je pense, mais par contre qui ont eu des belles carrières, qui continuent d'avoir aussi des salaires assez importants, assez conséquents, et créer des choses en parallèle. Et donc vraiment Géraldine, quand tu parlais avec Géraldine, elle voulait pas être patron, elle voulait pas les problèmes d'un patron, elle voulait pas les problèmes de rentrer chez elle le soir sans avoir une pression pas possible, même si pour le coup Géraldine c'est quelqu'un qui travaillait quand même chez elle et qui était perfectionniste à 4000% dans son travail et qui a toujours fait un travail de dingue. Et je me rends compte qu'il y a des gens comme elle qui ont toutes les capacités de gérer une boîte, qui veulent pas et qui préfèrent évoluer dans une société, essayer de gravir les échelons pour ensuite être cadre et ensuite avoir aussi les fonctions de certains patrons, c'est-à-dire gérer pas mal de monde, etc. De mémoire, dans son ancien travail, Géraldine, elle avait 70 personnes qu'elle gérait. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a des millions de patrons qui gèrent pas 70 personnes. C'est juste incroyable, elle faisait un travail de dingue. Et donc, aujourd'hui, au sein de ma boîte, j'ai des gens, moi, qui gagnent 10 000 € par mois et qui rentrent chez eux sans le stress de couler ta boîte, sans le stress d'avoir tout ça. Et je comprends, en fait. Je comprends parce que quand t'as de l'affect dans tout ce que tu fais, ça touche, tu vois. Des fois, tu te dis, putain, quand même, lui, je lui ai rendu service. Lui, il me vole du matériel, il me vole ci, il m'a volé une caméra, quoi. Tu te rends compte, ce mec-là, il m'a fait ça. Ce mec-là, je l'ai hébergé chez moi. J'ai eu tellement de cas de figure, les amis, que voilà. Mais autant dans les bons côtés, hein. Faut pas, j'ai pas un discours uniquement péjoratif, mais quand t'as des gens que t'as hébergés chez toi, que t'as essayé d'aider, et que le mec, il se barre avec la trésor de ta boîte en espèces, tu te dis, mais non, mais c'est pas vrai. Et cette expérience-là, elle est intéressante parce que moi, j'ai tendance à être un peu trop con. Mais tu vois, j'ai pas envie de dire, c'est pas parce qu'il y a un clodo qui m'a tout jeté à la gueule que j'ai plus jamais envie d'essayer d'aider quelqu'un qui est SDF, tu vois. Et pourtant, j'ai eu des mecs, voilà, j'ai eu des histoires perso compliquées. Et tu te dis, tiens, tu sais quoi, qu'ils aillent se faire, tu vois. Ça y est, moi j'ai voulu faire une chose cool et ça marche pas. Non. Faut être, tu vois, faut partir dans l'idée de tu le fais pour toi. Il y a des choses dans la vie, il faut les faire avant tout pour toi. Et c'est trop cool d'aider les autres. Mais tu le fais pour toi. Qu'ils soient contents ou pas, tu t'en tapes. T'as fait quelque chose que tu estimais bon de faire. Bon, je m'écarte un peu dans les sujets, mais c'est pour vous dire que quand tu mets de l'affect dans les choses, il y a un moment donné, moi j'ai vu tellement d'entrepreneurs qui m'ont dit, tu sais quoi, j'arrête, je vends ma boîte. J'en ai marre de gérer de l'humain, c'est une catastrophe. Moi j'ai vécu des trucs comme ça, mais des trucs où tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'on lui a fait, tu vois. Et ça, c'est pas facile tous les jours. Ça fait partie aussi des arguments que certaines personnes ont en se disant je préfère avoir une carrière sympa dans une boîte, gravir les échelons et oui, peut-être passer à côté d'une éventuelle société qui pourrait péter, mais tu passes aussi à côté peut-être d'une boîte qui va jamais décoller. Et en France, il y a quand même 50% des sociétés qui se lancent, qui au bout de 2 ans ou 3 ans vont fermer. Parce que ça marche pas, le modèle économique qui ne fonctionne pas, etc. Donc je pense que c'est vachement intéressant parce que quand t'as un profil qui est intéressant, qui est atypique, où voilà, t'es peut-être pas parfait, mais tu vas pouvoir valoriser ton travail en tant que salarié, ça peut être sympa de bien réfléchir avant de se lancer. Et puis dans tous les cas, j'ai envie de te dire, on n'a qu'une vie, il faut essayer, quoi. Tu y arrives pas, tu pourras très bien retrouver un job derrière. Et puis essayer de te lancer, essayer de faire une carrière sympa, de gravir les échelons, et puis faire quelque chose d'hybride. C'est vrai que je vois 100% des gens qui viennent me voir, qui me parlent souvent de ma chaîne secondaire en me disant « Putain, j'adore ce que tu fais, sympa, merci pour les conseils, etc. » Et je vois beaucoup de gens
qui me disent je vais me lancer, je vais aussi me mettre à mon compte, etc. Et c'est vrai que sur tous ces gens-là, il y en a beaucoup qui n'ont pas, qui se rendent pas compte de tout ça, mais en même temps, t'as envie de dire essaye quoi, tu vois, essaye, lance-toi, mais réfléchissez bien, regardez des vidéos, formez-vous, essayez d'aller voir des gens qui font déjà ça. Moi j'ai fait des trucs qui paraissaient absurdes. J'ai été voir des gens, je me rappelle d'un patron qui roulait un M3 46 noir, j'ai été devant chez lui, je lui ai dit écoute, excuse-moi, est-ce que t'aurais 5 minutes, j'aimerais comprendre comment ça fonctionne ton commerce. J'ai déjà fait ça avec un mec qui m'a braqué après. Oui, t'es venu me copier pour faire pareil que moi, mais j'ai dit non frère, je veux pas vendre des glaces, mais je veux comprendre comment ça marche, comment t'as fait, t'es fort. Explique-moi comment ça se fait que t'as un hyper U, frère. Et le gars m'a expliqué, il m'a montré son travail, il m'a dit je me suis dit mais comment t'achètes un centre commercial? Tu vas voir qui gros? Tu vas voir qui pour avoir ton propre centre Leclerc? Tu vas voir qui pour avoir un hyper U? Tu vois? Et j'ai compris, mais c'est trop intéressant. Comment tu fais pour monter ta boulangerie? Mais il y a des mécaniques comme ça à comprendre. Et franchement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des intelligences artificielles pour avoir des réponses très rapides. On a la chance d'avoir des vidéos sur Internet, mais il faut aussi aller voir la réalité, ce qui s'appelle un être humain. Et aller voir ces gens-là, leur poser des questions. Et pas s'arrêter à ton oncle qui va dire oh non, c'est de la merde, ce secteur-là, ça marche pas. T'as des secteurs de niche où les mecs vont faire des trucs de dingue, et t'as des secteurs très larges où tu te dis ça va toucher plein de gens et ça peut ne pas fonctionner. À la base, moi je fais quand même des vidéos de moto et de voitures. Ça veut dire qu'on parle à un secteur de niche. Et que vous dire de mieux que ma marque Essential Airsoft? Essential Airsoft, les gars, c'est quand même une boîte, il n'y a pas plus niche. On est quelques dizaines de milliers en France à faire de l'airsoft. Donc ça veut dire que je réduis totalement la possibilité d'expansion d'une société en essayant de toucher une niche. On a même des projets d'association aujourd'hui avec d'autres personnes qui sont assez importantes dans le marché de l'airsoft. Et il faut s'entraider, il faut essayer de créer des choses avec quelques acteurs importants. Et pourtant, c'est un truc de niche. C'est comme quelqu'un qui va créer sa boîte d'ULM. Les gens qui font de l'ULM en France, il y en a 15 000. C'est-à-dire que tu pourras pas dans tous les cas faire une boîte qui va toucher des millions de personnes. Parce que dans tous les cas, en France, il y a à peu près 15 000 personnes qui sont pilotes d'ULM. Donc déjà, si tu lances ta boîte exclusivement autour de l'ULM, tu vas te restreindre à un marché qui concerne environ 15 000 personnes. À toi d'être fort et d'aller ouvrir des nouvelles personnes. C'est ce qu'on a réussi à faire. Ça a été le challenge qui a été dur avec Essential Airsoft, c'est d'aller convertir des gens. Aller dire aux gens, les gars, l'airsoft c'est pas mal quand même. Essayez. Vous allez sur Essential Airsoft, vous achetez un pack débutant, vous êtes 4 potes, vous prenez 4 packs débutants et vous allez essayer de jouer. Et en plus d'ailleurs ce mois-ci vous pouvez gagner un Dodge Ram. Là c'est vraiment une pub pour le coup. Vous pouvez vraiment essayer avec vos potes et vous gagnez un énorme Dodge Ram V8 avec le moteur tout neuf. Et en fait l'idée c'était ça, c'était de dire Essential Airsoft, on est dans un marché de niche, comment donner envie aux gens d'essayer. Et tous les mois, même je pense tous les jours, vu le nombre de commandes, on a des nouveaux clients qui n'ont jamais fait d'airsoft avant nous. Tous les jours, on en vend des packs débutants. Donc ça veut dire que tous les jours, il y a quand même des personnes qui essayent, qui me font confiance. Pourquoi? Parce qu'à la base, le projet d'Essential Airsoft, c'était de promettre sur notre site internet le meilleur des répliques. C'est-à-dire n'importe quel produit que tu achètes sur notre site, on va le garantir, on va en assurer le SAV, on va pouvoir te le modifier plus tard, on va pouvoir te rajouter des choses dessus, etc. Ça veut dire que c'est des produits dans lesquels on croit. Et j'ai bien fait de faire ça parce qu'aujourd'hui, on a très peu de retours sur ce qu'on fait, on vend que des répliques qui sont du bon matos, etc. Et quand tu achètes chez nous, de toute façon, il y a une garantie, il y a un SAV, etc. Et donc, c'était le pari, et aujourd'hui, ça a fonctionné parce qu'on est passé d'une petite boîte où on avait 5000 € de stock, on avait un tout petit chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est une boîte qui va cette année faire pas loin de 3 millions d'euros, et avec un magasin qui fait X centaines de mètres carrés, avec 1 million d'euros de stock et de marchandises et de tout ce qu'on a dans notre magasin. C'est incroyable. Mais si on n'avait pas réussi à aller voir des nouveaux clients, on n'aurait pas pu. Et donc, c'est pour ça que dans tous les cas, le discours, c'est de dire il faut essayer, mais il faut essayer si tu as envie, si tu es profondément convaincu que tu dois te lancer dans une boîte. Le vrai problème, c'est qu'il y a aussi des gens qui veulent ce qu'il y a autour, mais pas le métier. Moi, je suis passionné d'airsoft. Je vis pour ça. Tous les jours, je suis en train de me rappeler que ce week-end, il y a une partie qui arrive et que je suis trop content d'y aller, tu vois. Et donc, il y a des gens qui vont se dire, moi, je veux me poser sur une terrasse, fumer une chiche, prendre un café, ouvrir mon laptop et m'envoyer une énorme bouteille de protoxyde d'azote. C'est pas ça le projet, les amis. Et le problème de ça, c'est qu'il y a des gens, ils veulent le lifestyle avant de savoir ce qu'ils vont vendre. Et c'est ça le problème. Ça marche jamais. Toutes les personnes qui se sont dit, je me lance sur YouTube pour gagner de l'argent, pour devenir riche, ça ne marche pas. Les 3/4 de ceux qui ont réussi à faire un truc
un peu cool, c'est des gens qui savaient même pas qu'on pouvait monétiser une chaîne YouTube. Et j'en fais partie. Après, il faut pas mélanger à ça une entreprise qui est déjà existante qui se met sur les réseaux. Ça, c'est simplement une nouvelle manière de communiquer. C'est simplement faire du marketing. Mais quelqu'un qui va vraiment se lancer à 200% en disant je veux faire de l'argent, c'est très compliqué. Et il y a des gens qui arrivent. Et quelqu'un qui est intimement convaincu, qui est persuadé de ses capacités, il faut qu'il se lance. Moi, quel est mon conseil? Quelle est l'idée que j'ai? Parce que je parle à des jeunes, je parle à des moins jeunes, je parle à des patrons qui ont des boîtes qui font 500 millions. J'ai cette chance. Je rencontre des gens extraordinaires dans le milieu des hélicoptères, des trucs comme ça. Et moi, je suis là, je suis émerveillé par des gens qui font des trucs. Tu vois, j'ai rarement rencontré des milliardaires, mais j'ai déjà rencontré un milliardaire et quel bonheur de pouvoir dire à ces personnes-là. Et dis-nous, c'est vachement intéressant d'avoir les retours d'expérience et d'essayer de se dire tiens, tous ces points de XP que ces gens ont accumulés, essaye de me les partager un peu. Et en fait, je me rends compte d'un truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est pas mal et qui est géré par, moi j'incite les gens qui travaillent avec moi à le faire, c'est de faire une sorte de chose un peu hybride. C'est-à-dire, quand t'as un taf, que t'es bien dans ton taf, parce que pour moi c'est la règle numéro 1, que tu sois patron, pas patron, etc. Le but c'est d'être bien dans ton taf, c'est de kiffer ce que tu fais. Le truc c'est qu'il y a des gens qui font des choses hybrides, et ça c'est vraiment pas mal. Et chaque personne qui a eu une très belle carrière, en général fait des choses à côté. Et à un moment donné, il y a une SCI qui arrive, à un moment donné, il y a peut-être une micro-entreprise ou une association ou un truc. Il y a des gens qui ont envie de faire des choses. Et quelqu'un qui est bien dans son taf, qui a la sécurité de l'emploi, quand t'es en CDI, t'as quand même une certaine sécurité, même si les boîtes peuvent couler quand même demain, t'as quand même une certaine sécurité, t'as ton CDI, t'as quand même une protection sociale, t'as quand même la possibilité d'emprunter. À partir du moment où ta période d'essai est validée, tu peux aller voir une banque et emprunter, même si aujourd'hui c'est compliqué. Les taux d'intérêt, les banques qui refusent les crédits ou qui demandent 95% d'apport, évidemment c'est compliqué, mais le CDI va être beaucoup plus pratique qu'une micro-société que tu viens de créer. Même si aujourd'hui c'est possible avec une micro-société de faire des crédits, beaucoup plus compliqué qu'en CDI. Donc il y a quand même un avantage à avoir ce cadre, c'est tout cet environnement légiféré autour du contrat de travail dans une entreprise. Et sans le stress de gérer toi-même une boîte et de faire en sorte qu'elle réussisse et qu'elle aligne les chiffres tous les mois pour qu'elle soit à l'équilibre. Et donc je comprends le gars qui a ce cadre-là de l'entreprise, d'être salarié, de se dire tiens, je vais essayer de progresser, de passer cadre, je vais essayer d'avoir une augmentation de salaire, mais en face, je vais mettre en place des choses dans mon travail, dans mon quotidien, dans mon organisation pour que ce soit justifié et clair au sein de mon entreprise. Mais en parallèle, je vais faire un peu d'immobilier, je vais faire un peu de bourse. Je pense à Kylian qui tient cette caméra, je pense à Hugo, je pense à Valentin, je pense à plein de gens qui sont autour de nous, à qui j'essaye de transmettre un maximum de choses cool, qui ont acheté une maison, une deuxième. Hugo, ce fumier de capitaliste, il est en train de trouver la troisième. Et c'est génial parce que tous ces petits conseils que j'essaye de lui donner, parce que j'ai pris des claques par les banques, j'ai eu des refus, j'ai eu tout. Et donc dire tiens, fais comme si, tiens, pense à faire ça. Les DPE, passe comme si, tiens, va voir tel notaire. Essaye de mettre 3-4 banques en concurrence quand même, au cas où, on sait jamais si tu peux avoir un taux un peu plus intéressant. Et puis essaye de mettre un peu de bourse, essaye de regarder, essaye de comprendre les mécaniques de la bourse, si ça t'intéresse, si t'as envie de faire ça. Ça peut être intéressant de voir un truc très sécurisé avec du 6-7% par an. C'est déjà magnifique, tu vois, de lutter au moins contre l'inflation. C'est cool d'avoir fait de l'argent, c'est cool d'essayer de mettre un petit peu de côté, mais si cet argent-là est bouffé par l'inflation, mais c'est pas facile la vie. Tu vois, faut travailler, faut garder son job, faut avoir une entreprise, faut pas qu'elle coule. Et puis à côté, l'argent, faut l'investir, faut pas perdre l'argent que t'as gagné à la sueur de ton front. Donc tout ça, c'est compliqué, mais c'est intéressant quand tu t'y intéresses. Et je pense que les gens qui sont sur cette chaîne vidéo s'intéressent à ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui ont des super capacités parce que oui, il y a les réseaux sociaux, oui, il y a tout ce qu'on voit, mais il y a aussi la réalité. Et la réalité, c'est que gagner 10 000 € par mois, c'est pas facile. Et ceux qui gagnent 10 000 € par mois, je peux vous dire qu'ils souffrent parce qu'à la fin, quand tu te manges 45% de retenue et d'impôts sur les revenus, bah tu pleures. Et puis si en parallèle, tu fais de l'immobilier, bah tu vas exploser et tu vas donner la moitié aux impôts de tout ce que tu gagnes. Donc c'est très compliqué d'optimiser quand tu as des gros salaires mensuels. Donc oui, 10 000 € par mois, mais moi je me les verse pas parce qu'il y a un moment donné, tu dois mettre une petite forme juridique à tout ça. Le côté internet, etc., il fait rêver tout le monde, mais il y a les gens, ils prennent une réalité. Tous ceux qui veulent gagner 10 000 balles par mois, à un moment donné, ils cherchent un taf, ils le trouvent et puis ils gagnent 1008 comme tout le monde et puis d'un seul coup, bah, ils se rendent compte qu'ils s'étaient peut-être un peu plantés sur ce qu'ils avaient vu sur Instagram et TikTok. C'est très cool, je pense, quand vous vous lancez. Là, je m'adresse plutôt à ceux qui sont plus jeunes, quand vous trouvez un emploi entre guillemets un petit peu sécurisant, un petit peu stable, c'est bien. Et puis faut penser aussi à son CV, hein. C'est cool de pas avoir 8 ans sans travailler et de pas avoir fait un CDI qui a duré 3 mois. Ça c'est cool aussi, tu vois, dans ton CV, les gens ils regardent ça quand ils embauchent. Quand tu arrives dans un travail qui te plaît, qui est pas trop mal, bon, tu peut-être pas le salaire que tu voulais, mais au moins tu commences à mettre un pied dans ce qui est l'ouverture potentiellement à avoir un crédit pour t'acheter une baraque ou en tout cas faire du locatif, te lancer dans quelque chose comme ça et ensuite faire ce qu'on a un hybride entre les deux. Peut-être essayer de créer quelque chose de digital. Aujourd'hui
on voit qu'avec les intelligences artificielles, tu peux créer des choses sympas sur Internet. Tu peux faire des choses qui sont peut-être un petit peu plus faciles qu'avant avec tous ces outils qu'on a aujourd'hui. Hugo, par exemple, pour reprendre son exemple, avant qu'on se connaisse, il a toujours une micro-entreprise où il loue du matériel de sono. C'est génial. Il est trop fort. Et il loue ça pour le week-end. Je sais pas moi, 150 € pour 2 jours ou 500 €, j'en sais rien combien il loue ça. Mais il a son petit matos de DJ qui est loué des mois à l'avance. Il est trop fort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça arrondit les fins de mois. Si tu manges 70 € tous les week-ends. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire? T'as mangé tes 300 balles tous les mois, comme ça, avec du matos que tu loues tout le temps. Mais c'est génial, c'est trop fort de faire ça. Et il y a des gens qui vont faire un truc qui les passionne, qui vont dire tiens, je suis dans une association, on fait tel ou tel truc. Tiens, moi j'ai monté une petite société où je vais louer des voitures un peu pourries, tu vois. J'ai un pote qui fait ça aussi, qui a un emploi de salarié dans une boulangerie. Et à côté de ça, il loue des 206, des Clio 3, des voitures qui ont 200 000 bornes qui sont un peu pourraves. Mais il les loue, c'est pas cher, ça se loue, il se met sur les plateformes et ça marche. Moi, je suis trop con, j'ai monté une boîte, j'avais acheté 1 million € de voitures, j'avais que des emmerdes. Et au lieu de louer des Lamborghini et des Classe G et des A45S, j'aurais mieux fait de louer des 206, ça se trouve, j'aurais gagné plus de sous. Et donc, c'est trop fort d'essayer de faire quelque chose à côté de ton taf. Tu peux commencer à mettre un pied dans l'entrepreneuriat, mais t'as quand même cette sécurité de l'emploi. Et puis, quand le projet est validé, j'ai fait mes calculs, j'ai vu un comptable et j'ai bien compris que ça y est, mon entreprise, elle avait passé ce cap où tu peux générer un salaire. Et là, ça y est, c'est cool. Alors, soit tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu mets les pieds dedans sans trop t'en rendre compte, un peu comme moi quand j'ai lancé mon truc et que d'un seul coup, je me suis dit, bon, là, ça y est, je gagne 100, 200, 500 €. Puis là, maintenant, je gagne un salaire normal. Et c'est cool, mais quand t'as un travail à côté, c'est cool de pouvoir lancer un petit truc, un petit projet sympa, et puis de dire, tiens, ça y est, ça prend, et puis je mets ça en place, et ça y est, j'ai passé ce moment incroyable où je peux me sortir un salaire. En ayant un peu de sécurité, je te dis pas que dès que ta boîte, elle gagne 2000 €, faut que tu quittes ton job. Mais quand tu commences à avoir 3, 4, 5, 6 mois d'avance, un petit peu de trésor, un petit peu de truc, c'est pas facile. J'ai pas dit que c'était facile, mais c'est trop bien d'avoir pu passer par là parce qu'il y a eu un embrayage, il y a eu un moment où t'as lancé la machine, où t'as eu le temps de voir les choses arriver. Et c'est vrai que c'est trop cool d'entreprendre, c'est trop cool de faire plein de choses, mais il y a son lot de problèmes qui vont avec. Moi, c'est vrai que je l'ai vu aussi, quand j'ai arrêté mon CDI et que je me suis lancé à fond sur ce que je faisais. Au début, j'ai bricolé les motos. Moi, c'était quoi l'embrayage pour moi? C'était d'arrêter mon CDI, mais je savais que tout de suite, je pouvais travailler sur des bécanes. Donc je le faisais déjà. C'est-à-dire que quand je travaillais chez Kawasaki, je prenais déjà des 500 CR, des 250 CR, des 125 CR, que je les retapais tout le temps, le week-end, le soir. Et tous les mois, je sais que j'arrivais à manger 700, 800 balles tous les mois, entre une moto qui rentrait, une moto qui sortait, etc. Et donc je m'étais dit, si je travaille plus, j'aurai un peu plus de temps, donc je pourrais doubler ça, 2 x 8, 1600, je pouvais vivre avec 1000 balles, tu vois, sans problème. Et donc je m'étais dit, je vais me lancer, et en plus je vais me lancer sur Internet pour voir si ça fonctionne, tu vois. Vu que je fais des stories, ça marche, Snap, ça marche bien, je vais essayer de voir si potentiellement je peux en vivre. Et c'est la même chose que si quelqu'un se dit, de toute façon j'ai mon CDI à côté. Et puis le jour où ça prend le dessus, le CDI je l'arrête. Et moi, quand ça a pris le dessus sur tout ce que je faisais, j'ai arrêté de retaper des motos. Et maintenant on le refait via MX Shop Moto. Mais parce que c'est encore une fois une entreprise qui me passionne. Et ça, je trouve que c'est important dans ces petites réussites, parce que c'est des petites boîtes, c'est pas des boîtes, tu vois, qui sont incroyables. Mais toutes ces petites boîtes, c'est vraiment un lot de gens passionnés. La société au départ, c'est un projet passionnant. Au magasin de moto, quand Sylvain il m'appelle, il me dit oui, il y a une 500 à reprendre, le gars il en veut. Quoi, envoie les photos tu vois. Et donc mon magasin de moto, c'est un truc de passionné. Je savais même pas combien j'allais marger quand j'ai commencé à acheter des motos. Je savais même pas combien je les achetais. Parce qu'on se lance, on sait pas tout au début. Au moins on est passionné. Mais mine de rien, à la fin, j'ai pas des résultats nets qui sont incroyables, c'est vrai. Mais je fais vivre une équipe, on paye les murs d'une boîte, on paye du stock, on a des gens qui vont se faire une vie. Tu vois, je pense au gars de ma boîte d'airsoft qui est actuellement emmerdé par ses problèmes de piscine. Je suis très content qu'il soit emmerdé par ses problèmes de piscine, tu vois. Parce qu'il a acheté une maison, il en a acheté une deuxième, et il a une piscine creusée devant sa baraque. Je suis très content que ce soit en travaillant dans ma société depuis autant d'années qu'il ait pu faire tout ça. Cette boîte-là, peut-être qu'à la fin, elle va pas générer un bénéfice énorme, mais ça va payer un bâtiment. Dans 20 ans, j'aurai un bâtiment à 1 million €. Cette boîte-là, elle va payer un stock 500 000 € de stock. Bon, le jour où la boîte est ferme ou le jour où elle vend, elle a une valeur parce qu'il y a au moins du stock, tu vois. Donc ton fonds de commerce, tu sais que tu vas pouvoir un peu le valoriser. Et puis pendant toutes ces années, les motos vont être payées, les répliques d'airsoft, le stock va être payé, etc. Donc même si à la fin de l'année, je prends pas 2 millions € de dividendes pour cette société-là, au moins elle s'autofinance, elle paye des gens, etc. Donc c'est ça qui est cool aussi dans l'entrepreneuriat. Moi, je pourrais vivre uniquement, toutes mes boîtes, je pourrais vivre que de ça. Je pourrais me prendre 2000 € net par mois sans couler la boîte. Je sais qu'à la fin, la boîte, elle serait peut-être à 0 ou
où il y aurait que 30, 40, 50 000 euros de résultats à la fin. Et ça, c'est génial. Comme Enic Shop Moto, je pourrais aller dans mon magasin de moto et le faire. Bon, mon petit magasin de macarons, je pourrais pas encore me sortir 2000 euros net s'il y avait que ça. Mais tu vois, chaque entreprise, on pourrait le faire. Donc, c'est intéressant d'essayer de se lancer dans un projet qui te plaît avant tout. Je pense que c'est ça. Parce que si t'es passionné, si tu aimes ce que tu fais, tu trouveras le fournisseur, tu trouveras les motos au bon prix, tu trouveras les clients dans un produit ou dans une catégorie d'entreprise de niche. Et je pense que le plus important, c'est de faire un truc que tu aimes. Autant salarié que patron. Dans quoi t'as envie de t'épanouir? Et je sais qu'il y a des gens qui travaillaient avec nous dans la vidéo, qui faisaient de la vidéo pour des entreprises, c'était pas très drôle. Et ils se disaient, la vidéo, c'est peut-être pas fait pour moi. Et puis finalement, faire du YouTube, c'est un truc qui est cool, il y a une ambiance sympa, il y a du boulot, il y a de la pression, il y a du travail, mais il y a une ambiance qui est sympa et on fait des trucs rigolos. Nous, un coup, on filme une vidéo ronce de noyer ici, après on fait une vidéo sur une Ferrari, après on est sur un aéroglisseur au milieu de la Loire. Les gars, je pense qu'ils sont contents aussi d'avoir une partie montage plus calme et puis une partie où on sait pas trop, ça part à l'aventure, d'un seul coup on part en hélicoptère, je sais pas où. C'est génial, tu vois. Je pense que c'est fini l'histoire de se dire on est au collège, on est au lycée, on fait une formation, ça y est, je suis sorti, j'ai un bac et c'est ça mon taf. Mais tu peux te former à tous les âges, tu peux te faire payer une formation, tu peux te payer toi-même une formation pour valoriser ton travail au sein d'une entreprise, pour être légitime et avoir une société d'assurance. Et vous imaginez bien qu'on a fait des formations pour avoir l'agrément ORIAS de notre société Jabot Assurance. Et si demain je vous propose d'autres choses, c'est qu'on est en train de faire des formations peut-être au moment où je vous parle pour proposer des choses intéressantes. On a tout un axe armurerie pour Essentiel Airsoft qu'on aimerait développer. Avoir un côté un peu armurerie, un peu défense, où on peut vendre des carabines à plomb, où on peut vendre des gazeuses, des choses comme ça, avoir une catégorie différente. Mais pour ça, il faut une formation, il faut des agréments, etc. Et ça aussi, c'est des choses qu'on aimerait faire dans le futur. Mais si t'es passionné, il faut se donner les moyens. Moi, j'avais envie de faire des vidéos, de continuer à être présent sur YouTube, mais je me suis dit, ça pourrait être génial de faire des vidéos avec un hélicoptère. Mais je savais pas que c'était aussi compliqué, mais je savais que c'était quand même un sale bourbier, tu vois. Et je l'ai fait. J'ai persévéré. Quand je fais quelque chose, j'essaye d'aller à fond dedans. J'essaye d'être à 200% dans ce que je fais. Et donc, l'hélicoptère, je m'étais dit, oh là là, ça va être relou. Et mon prof, il me disait, bah oui, puis il faut une qualif pour ça. Puis c'est un moteur à piston, donc il faut une qualif. Il faut apprendre la théorie. Et puis la théorie, c'est pas une épreuve, c'est 4 épreuves. Et puis, non, finalement, c'est 9 épreuves. Et puis après, il y a aussi une épreuve en vol. Et puis, il y a une épreuve théorique avant le vol. Oh là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et puis après, une fois que t'as fait tout ça, faut faire 70 heures. Et puis après, faut faire une qualif pour te poser dans ton champ. Donc, tu peux pas, une fois que t'as tout fait, t'as acheté un hélicoptère où tu le loues. T'as fait la théorique, t'as fait les 9 épreuves que t'as eu l'épreuve en l'air, t'as eu le truc de la météo, t'as fait la navigation solo, t'as fait les heures avec le prof, et tu peux encore pas te poser chez toi. Faut encore refaire une formation. Et quand t'as un avion, faut faire une formation, et puis ensuite, une fois que t'as eu ta formation, faut refaire une autre formation si tu veux avoir un train rentrant. Et si tu veux une hélice à part variable, faut refaire une formation. Et si t'achètes un avion qui a 2 moteurs, faut refaire une formation pour 2 moteurs. Et si t'as une turbine, faut faire une formation pour une turbine. Et si t'as un réacteur, faut former pour avoir un réacteur. J'ai cette chance de jamais abandonner, même quand t'as un peu les 2 mains dans le caca, parce que sur internet on voit que ce que j'ai l'habitude de faire, ça marche bien pour Lucien, etc. Et je mange mon caca, les amis, hein. Vous imaginez bien que c'est pas toujours simple. Oh, il a racheté une usine de textile, mais pensez pas que c'est simple. Il y a rien qui est facile, mais je suis pas non plus en train de me dire oh regardez, je suis malheureux. Mais j'adore faire ça et il faut toujours prendre la vie avec un peu de légèreté. Et je pense que ça, j'ai cette chance de persévérer quand je fais quelque chose, c'est-à-dire si j'y arrive pas, je loupe, et je continue, j'insiste. Et en plus de ça, prendre la vie avec un peu de légèreté. Donc, l'idée de cette petite vidéo, les amis, c'était vous transmettre le mindset, quoi. Transmettre le mindset, frère. Non, mais en vrai, c'était ça. Les amis, je suis content d'avoir fait cette petite vidéo dans ce beau petit château. Regardez-moi ces meubles. Regardez-moi ce joyau d'architecture. Regardez-moi ce radiateur. Les gars, il fait combien de mètres? 1, 2, 3 mètres 50. Le radiateur en fonte fait 3 mètres 50, les amis. C'est dingue. On a des grosses aérations, on a tout un réseau de trucs. Mais la vidéo du château arrive, les amis. Oui, nous l'a encore mis à l'envers. La vidéo du château de 2 heures. Et les gars, je vous ai promis qu'elle ferait au moins 2 heures. Elle fera plus. Et je vous ai promis que ça allait pas tarder à arriver. Ça va bientôt arriver. C'est pas la semaine prochaine. Comme ça, au moins, je vous le dis. Mais ça va bientôt arriver, je vous le promets. Donc voilà, c'est pour ça que je peux bien vous dévoiler un petit radiateur, les gars, en fonte quand même. Regardez la poignée du radiateur. Regardez ça, les gars. Oh, la poignée du radiateur, elle est ratale. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur mot. Donc voilà, je suis trop content que tous mes petits projets avancent. Bon, évidemment, je vous montre pas toutes les petites galères qu'il y a, mais je traverse des petites galères qui sont un peu compliquées. Là, j'ai des choses un peu comme voilà. Des trucs horribles de la vie, et c'est pas le but d'internet, je suis pas là pour raconter tout ça, mais dans la vie en général tu te rends compte des fois que les proches, la santé, c'est quand même peut-être important, et j'ai tellement été focus dans mes trucs, des fois c'est vrai que tu dis waouh, et il y a des gens que j'ai beaucoup aimés
Et enfin bon voilà, c'est pas le but, je sais pas pourquoi je m'égare, mais il faut faire des choses qu'on aime. Franchement, j'étais vraiment en mode dans ma vingtaine là, 10 ans que je fais ça à fond, sans regarder un peu où je vais, tellement dans mes projets. Et c'est vrai qu'en fait, faut vivre un peu, il faut kiffer, parce que si tu fais un taf que t'aimes pas, moi je l'ai trop vécu dans mes anciens boulots où j'arrivais la boule au ventre, mon patron il m'engueulait comme une merde tous les jours. Je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je vais me faire défoncer ce matin? Et j'arrivais et je me faisais défoncer. Comme toi Kylian quand t'arrives. Ce matin je suis arrivé, je dis pas, je sais quoi, je suis pas très content de te voir aujourd'hui. Je t'ai dit ça ou pas? Ouais. Ça me fait chier de revoir lui. Et après je lui ai dit je lui ai fait une véritable déclaration d'amour. En tout cas les amis, c'était le but de parler de ça. Pour les jeunes qui regardent cette vidéo, essayez de sortir de ce contexte, les réseaux sociaux, etc. Essayez d'aller voir des humains, vos grands-parents, vos parents, qui vont peut-être vous donner une vision un peu erronée de ce qui se fait aujourd'hui. Mais ça donnera quand même une vision, allez voir des gens qui travaillent. T'as un copain, son père il est boulanger. Mais va le suivre une journée si t'as le temps. T'en as un qui est garagiste, je sais pas, mange avec lui. C'est comment un garage? Comment ça marche un garage? Comment tu fais? Et lui il est agriculteur et c'est dur d'être agriculteur en 2026. Bon, on sait que oui. C'est trop intéressant. D'ailleurs j'ai envie de faire une vidéo avec un agriculteur. J'ai envie d'aller comprendre un petit peu de l'intérieur comment ça fonctionne. Voilà, je trouvais ça intéressant de revenir sur ces sujets les amis. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite vidéo, de si vous pensez que vous êtes raccord un petit peu avec tout ce que je viens d'expliquer. Si vous voulez les amis gagner un beau petit Dodge Ram Essentiel Airsoft à partir de 20 €. C'est-à-dire si tu viens t'acheter un petit sachet de billes, un petit bout de truc, tu peux gagner le Dodge Ram. Rendez-vous sur notre petit site ou directement dans notre boutique. N'oubliez pas de vous abonner à cette petite chaîne YouTube. On a eu une petite pause là, pendant une semaine ou deux. Vous allez voir dimanche, pour ceux qui regardent la vidéo quand elle vient de sortir. C'était cool. Vous allez kiffer je pense dimanche. Et nous on se retrouve les amis, peut-être pas la semaine prochaine, parce que je vais peut-être poser mon 49.3. Peut-être poser mon 49.3 cet été. Je me demande si cet été on va pas faire une vidéo sur deux. Enfin une vidéo une semaine sur deux sur cette chaîne YouTube. Parce que j'adore faire des vidéos Lulu Ronce de Noyer. C'est vraiment une chaîne que j'aime alimenter. C'est vraiment, j'ai vraiment envie de parler sans objectif de vue. J'ai des vidéos qui sont, je trouve, intéressantes. Et d'ailleurs les commentaires à chaque fois, les gens disent mais elle est trop bien cette vidéo. Mais pourtant elles font pas de vues. Et puis des fois j'ai une vidéo qui pète à mort. Mais ça je m'en fous. J'ai vraiment envie de partager mon quotidien d'entrepreneur, mon quotidien de personne qui fait des choses. Et donc j'ai pas non plus envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc j'ai un projet de construction neuve, ça va me faire kiffer aussi, et de partager tout ça avec vous, c'est-à-dire partir d'un champ qu'on a acheté et de bâtir une maison neuve, ce que je n'ai jamais fait. Et il y a plein d'abonnés à chaque fois qui répondent dans les commentaires en me disant mais vas-y fais-le, parce que je parle souvent de ça, et vous êtes plein à me dire mais c'est bien en fait, vas-y essaye, tu vas voir, en plus il y a même de l'argent à gagner, etc. Le but c'est même pas forcément de gagner de la thune, c'est surtout de dire tiens on va faire une maison, on va la vendre, on a gagné, ou est-ce qu'on n'a pas gagné, est-ce que c'était cool, comment on a fait, est-ce que ça a été une galère ou pas. On va lancer ça certainement. Je cherche actuellement un terrain constructible à Angers. Autant investir dans ma belle ville. Pourquoi pas Saumur? Saumur c'est quelque chose aussi. Après j'ai Angers, voilà tu vois, c'est Angers. Mais Saumur c'est quelque chose, c'est vrai aussi. D'ailleurs je viens d'acheter un truc à Saumur. Je suis en train de dire, je suis fou en fait. Je signe dans 10 jours. Un beau truc à Saumur les amis. Waouh, je suis pressé de vous montrer ça en vidéo. Je vous fais des gros bisous les potes. Et commencez pas à rager dans les commentaires s'il vous plaît par rapport à mon gros radiateur de 3,50 m. Il y a un peu de fonte là. Maman Zénière. T'imagines il y a combien de litres d'eau là-dedans? Faut la chauffer la baraque. 2800 m² habitables, je peux te dire que cet hiver il y a des pièces elles vont être glacées, je te le dis. On va cacher une clim. Mais comment tu veux mettre une clim ici gros? C'est ça le gros problème. T'inquiète, je vais te mettre une clim. Attends, Maxence, tu crois que Maxence il va me mettre une cassette là dégueulasse là, marqué Samsung là, avec des gros tuyaux qui passent dans le plafond? Tu le vois là, cette espèce de charreau là, cette espèce de bourrin, de gros Didier avec une scie sauteuse là, en train de me couper dans le plafond à caisson. Le truc il a résisté à 200 ans et il y a Maxence Donas, frère, qui va venir avec une scie sauteuse me faire passer ses tuyaux frigorifiques pour mettre une clim ici. Mais c'est un malade lui. Alors là évidemment c'est compliqué. Poser une clim au lieu de 5 000 €, ça t'a coûté 40. Ah ben c'est ça, si t'achètes un château faut assumer hein. Ça veut rouler en Porsche hein, mais on veut pas changer les pneus. Ça c'est un peu moi. J'ai toujours été comme ça. Je vous embrasse et je vous dis salutations. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus moi? Je rends l'antenne frère. Parfait.